Nous allons parler d'incubation, d'entrepreneurs, de bien vieillir avec Mathilde Boulet, qui est responsable des programmes d'accompagnement des entreprises sur le champ du bien vieillir. Bonjour Mathilde. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, et ensuite présenter Make Sense. Avec plaisir. Du coup, vous avez résumé facilement ma fonction. Moi, chez Make Sense, au sein de l'incubateur de Make Sense, je m'occupe des programmes d'accompagnement d'entrepreneurs qui œuvrent en faveur du bien vieillir. Je représente juste Make Sense pour placer un peu d'éléments de contexte. Make Sense, c'est une association qui a eu 10 ans l'année dernière, qui a vocation à outiller les citoyens, les entrepreneurs sociaux et les grandes organisations comme les institutions ou des grandes entreprises, les outiller pour les faire travailler ensemble et les faire adresser les problématiques sociales et environnementales de notre siècle. Et donc, dans ces problématiques-là, il y a le bien vieillir. Au sein de l'incubateur, au sein de Make Sense, pardon, on a un incubateur qui lui existe depuis 7 ans. On a développé différents types de programmes et de ressources parce que notre parti pris chez Make Sense, c'est d'accompagner au maximum tous les entrepreneurs sociaux qui croiseraient notre route. Et donc, on a développé des programmes courts, longs, individuels, collectifs. Le but, c'est d'apporter une aide auprès de tous ces entrepreneurs sociaux. Et donc, on a pu accompagner des boîtes comme Too Good To Go, Le Dranche, Opal, Weekendoo, qui sont peut-être des noms qui vous rappellent quelque To Go chose. To Go, c'est l'application pour Le gaspillage le alimentaire. gaspillage alimentaire, je l'utilise C'est ouais, de ça. temps en temps. Ouais. Et on a également accompagné depuis ces 7 ans quelques boîtes du secteur du bien vieillir comme Cette Famille, Tom et Josette, Les Talents d'Alphonse, Allo Louis. Et donc, en fait, ça fait quelques temps qu'on spécifie un peu plus notre accompagnement sur le secteur du bien vieillir. Alors justement, peut-être quel est tout de suite ce qu'on entend par bien vieillir, ou en tout cas le champ des entreprises qui rentrent dans votre définition du bien vieillir. Je pourrais revenir dessus juste après. En fait, dans notre incubateur, on a deux programmes qui sont spécifiques sur la thématique du bien vieillir. On a un programme qu'on mène en partenariat avec l'assurance retraite Île-de-France, qui ne concerne uniquement que les porteurs de projets qui vont œuvrer en faveur de la prévention contre la perte d'autonomie des personnes âgées en Île-de-France. Et sur notre autre programme d'incubation, on se laisse la liberté d'accompagner des projets euh, qui touchent la problématique, enfin, qui touchent les problématiques du bien vieillir, quelles qu'elles soient. Donc, ça peut être des projets de maintien à domicile, des projets d'habitat, des projets d'inclusion numérique. On se laisse vraiment la liberté d'accompagner toutes ces entreprises. Je pourrais parler de certaines entreprises qu'on a accompagnées pour vous montrer la diversité des sous-thématiques qu'on adresse à travers ces deux programmes. Si on peut résumer, un incubateur, c'est quoi et ça sert à quoi? Nous, dans l'incubateur, alors c'est assez particulier parce que, comme je le disais, on a différents types de programmes. Donc, pour toute cette partie de Make Sense qui va aider et accompagner les entrepreneurs sociaux, on va tous avoir cette casquette, entre guillemets, incubateur. Euh, si je parle plus spécifiquement du programme d'incubation, son rôle, c'est vraiment de suivre au quotidien les entrepreneurs sociaux qui sont dans nos locaux. On est avec eux, on est au plus proche de leurs enjeux opérationnels. On les voit toutes les semaines dans des points de coaching pour être au plus proche justement de leurs enjeux opérationnels et derrière pouvoir leur pousser les bonnes ressources, les bonnes opportunités qui vont les aider à se développer, à se structurer et justement à percer un peu les barrières qu'il peut y avoir sur le secteur. Euh, En fait, on a développé ces programmes d'accompagnement sur cette thématique parce que avec ces 7 ans d'incubation pendant lesquels, en fait, chaque année, on avait 2 à 3 projets du secteur qu'on accompagnait, on s'est rendu compte que les entrepreneurs sociaux avaient des difficultés à vraiment passer à l'échelle au niveau national sur le secteur. Donc, l'accompagnement qu'on a pu faire avec ces différentes entreprises nous a permis d'essayer d'identifier quelques causes à ces difficultés, notamment la cible qui est assez compliquée, qui est très spécifique, une cible qui est compliquée à adresser. En France, on n'a pas forcément l'habitude de payer pour toutes les questions de santé. Et en fait, c'est un secteur qui touche pas mal au médico-social. Donc, où est la barrière? C'est toujours difficile de
trouver le bon modèle économique. Et puis derrière, on a beaucoup d'acteurs qui sont présents sur le secteur depuis longtemps, qui sont en fait difficiles à adresser, difficiles à approcher, avec lesquels parfois c'est difficile de collaborer parce que ce sont des acteurs qui n'ont pas les mêmes réalités que les entrepreneurs sociaux. Donc le dialogue est parfois un peu compliqué. Est-ce que quand vous dites ils ont des difficultés à passer à l'échelle, à quel moment de leur projet? Parce qu'en fait, on passe à l'échelle, j'allais dire, souvent, en fait, on change d'échelle souvent. Oui. À quel moment, en fait, un entrepreneur social sur le bien vieillir, en fait, a une difficulté de passer à l'échelle? C'est à quel moment? Pour illustrer un peu, en fait, quand on sélectionne les porteurs de projets au sein de l'incubateur, souvent on les récupère, ils sont au stade du prototypage. La proposition de valeur est établie, on les accompagne sur un peu le peaufinage de tout ça. Et c'est un secteur, quand on est en B2C, c'est un secteur qui est assez local finalement, sur lequel il est plus facile de se développer localement. Et en fait, pour passer à l'échelle, souvent on a besoin de collaborer avec des acteurs qui sont plus gros, des mutuelles par exemple. Et c'est là que c'est difficile de rentrer en contact avec eux, de mettre des expérimentations à l'échelle nationale vraiment. Quand je disais passer à l'échelle, c'était à l'échelle nationale. D'accord. On peut prendre des exemples d'entreprises que vous accompagnez, et un petit peu détailler ce que vous faites pour elles, si ce n'est pas confidentiel. Bien sûr, une entreprise qu'on accompagne actuellement, qui est passée donc par chez vous il n'y a pas longtemps, c'est Arbitrium. Arbitrium, donc pour redire rapidement ce qu'ils font, elles font des diagnostics en établissement, en EHPAD, pour mesurer le respect des libertés individuelles. Et puis derrière, donc c'est une mesure qui se fait auprès des résidents, des familles et du personnel soignant pour inclure tout le monde. Puis derrière, il y a des recommandations qui sont faites et un suivi pour accompagner l'établissement à mettre en place de nouveaux dispositifs à faible coût. Typiquement, en fait, là, pour Arbitrium, on les accompagne dans leurs process commerciaux pour les aider à structurer tout ça. On organise au maximum. On essaye d'aller leur chercher des opportunités. On va organiser des webinaires pour leur donner un peu de visibilité. C'est ce genre de choses-là qu'on va faire. Et en fait, ça dépend toujours du stade de maturité auquel on récupère, entre guillemets, les porteurs de projets. Arbitrium, elles étaient assez structurées. Ça nous est arrivé de récupérer des projets beaucoup plus jeunes dans le cadre d'un autre programme d'accompagnement, celui dont je parlais tout à l'heure, avec l'assurance retraite Île-de-France, où là, ce sont des projets qui sont très émergents. Donc là, on va organiser des formations, des sessions de pair à pair. On croit beaucoup au pair à pair, surtout sur le secteur. Ça fait gagner énormément de temps aux entrepreneurs de pouvoir bénéficier de l'expérience des anciens, entre guillemets. Et puis, on va aussi, on met beaucoup d'importance à insérer un peu une logique de construction pour et par les seniors des projets. Donc, on va organiser des focus group pour intégrer les personnes âgées et les bénéficiaires à la conception de ces solutions et surtout permettre aux porteurs de projets de recevoir des retours directement de la part de leurs bénéficiaires. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui leur permettait plus facilement de se remettre en question aussi parce que en fait, il y a un souci un peu d'innovation sur le secteur, on va dire. Il y a beaucoup de fois les mêmes solutions qu'on revoit. Et donc, le fait de permettre de confronter les porteurs de projets à leurs bénéficiaires directement leur permet d'avoir des retours du terrain et de se remettre en question sur ces sujets-là. J'ai compris, enfin, je pense que nous avons compris quand un porteur de projet rentre dans votre programme, quand est-ce qu'il sort de votre programme? Alors, le premier programme pour les projets émergents, qui s'appelle Décollage, ce programme, il dure 3 mois. L'issue de ce programme, pour nous, l'objectif, c'est de former les porteurs de projets à leur préparation à l'appel à projet de l'assurance retraite Île-de-France, qui a lieu tous les ans
en janvier, qui a vocation à soutenir des projets qui œuvrent en faveur de la prévention contre la perte d'autonomie des personnes âgées en Île-de-France. C'est un programme qui dure donc 3 mois. Après ce programme, en fait, les porteurs de projets rejoignent une communauté d'acteurs engagés sur les sujets. Et donc là, on a des temps forts, on donne des nouvelles régulièrement, mais il n'y a pas vraiment de formation et de programme à proprement parler, comme ils ont pu en bénéficier sur les 3 premiers mois. Pour l'incubation, le programme, il dure 1 an cette fois-ci. Et encore une fois, on a une communauté très forte d'alumni. Donc, au-delà des murs de l'incubateur, il est bien sûr possible de bénéficier encore de formation ou d'aide de notre part, parce qu'on a une communauté très forte d'alumni qui revient régulièrement. Donc, le programme en tant que tel dure 1 an, mais les gens sont impliqués plus longtemps. Comment est-ce que vous faites la sélection des projets qui vous arrivent et quand un projet arrive, surtout ça en fait, quand un projet arrive, quels sont les critères que vous regardez pour savoir, tiens, ce projet a de l'avenir ou pas? Alors, je vais faire une réponse commune, mais je vais commencer par une spécificité entre les 2 programmes. C'est que le programme d'écolage qui dure 3 mois, le critère thématique qu'on va avoir, c'est est-ce que ce projet œuvre en faveur de la prévention contre la perte d'autonomie. Ça, Voilà, c'est bien pour sûr, pour qu'il soit cohérent avec derrière l'appel à avec le projet. programme. Bien sûr. Exactement, et avec l'appel à projet. Pour notre programme d'incubation, c'est le champ du bien vieillir en général. Et donc, on se laisse le choix d'accompagner des projets, quelle que soit leur sous-thématique. Les autres critères qui nous importent beaucoup, c'est l'équipe. Et ça, je pense que beaucoup de structures d'accompagnement ou d'investissement vous le diront. C'est l'équipe. Est-ce que l'équipe est complémentaire? Est-ce que l'équipe est solide? Est-ce que l'équipe a les moyens financiers d'atteindre la rentabilité? Parfois, on a des porteurs de projets qui vivent en fait sur leur chômage le temps de trouver un modèle économique viable. Donc pour ça, est-ce qu'il n'y a pas une deadline trop courte? Toutes ces questions-là, on leur pose. L'aspect innovation aussi, on est de plus en plus vigilant sur ça. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets qu'on revoit souvent passer. On a accompagné la France Mutualiste récemment dans un appel à projet qui souhaitait soutenir et récompenser des projets qui œuvrent en faveur de la solidarité intergénérationnelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 thématiques qui revenaient très souvent et qu'on voit beaucoup passer dans d'autres appels à projets. C'est la transmission de mémoire, les coups de main entre étudiants et personnes âgées et la cohabitation intergénérationnelle. Donc tout ça, on a énormément de projets sur ces thématiques-là. On est assez vigilant sur l'innovation. Qu'est-ce qui fait qu'un projet qui attaque encore une fois cette problématique va se différencier des autres, va se différencier de manière pertinente par rapport aux seniors. Donc on est assez vigilant sur ça. Ça sont les critères principaux. Après, on a des critères. Est-ce que la personne peut se déplacer à Paris? Il y a des critères de motivation qu'on perçoit plus ou moins dans une candidature. Des questions de modèle économique également. On se laisse souvent le droit d'accompagner des porteurs de projets qui n'ont pas encore trouvé de modèle économique, mais si on a des projets de temps en temps où on n'en voit pas le bout, on les favorisera moins. Et derrière, il y a des projets qu'on n'accompagne pas, ce sont les lieux, parce que un dernier critère pour nous, c'est le potentiel de passage à l'échelle, justement. Est-ce que le projet peut être réplicable, entre guillemets? D'accord. Est-ce qu'il peut passer à l'échelle? Et un lieu plus compliqué. D'accord. L'innovation, en fait, moi, bon, c'est 20 ans que je suis dans le sujet. Hein. Moi, ma conclusion, c'est que les projets qui fonctionnent le mieux sont les projets pas forcément les plus innovants, mais qui sont quand même basés sur les fondamentaux. C'est-à-dire, en fait, des projets ultra innovants ont plus de mal à être compris après par les seniors, en fait, parce que ça ne correspond pas à la génération. Ça, c'est un sujet que vous regardez Parce qu'en fait, d'un côté, je comprends, il y a ça qui me disent, on ne va pas citer de nom, mais oui, on recherche l'innovation, mais dans les faits, les grandes réussites sur la silver economy, le marché des seniors, ce n'est pas les projets les plus innovants. Hein. C'est des projets qui sont innovants, mais bon, qui sont réalistes par rapport aux usages déjà acquis des seniors. Bien sûr, et d'ailleurs à ce sujet-là, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut faire la nuance entre innovation et technologique, où parfois on a tendance à faire un peu l'amalgame parfois.
Si on prend l'exemple d'Allo Louis, je ne sais pas si Oui, vous oui. connaissez le projet. Peut-être expliquer pour ceux qui nous Allo écoutent. Louis, très rapidement, c'est une mise en relation entre des personnes âgées et des étudiants pour des coups de main du quotidien, de manière très brève. Allo Louis, en fait, en soi, ça ne réinvente rien. Il n'y a pas de technologie particulière dedans, mais ils ont réinséré le téléphone, le coup de téléphone dedans. Et en fait, c'est tout simplement pas une plateforme mail où on met en relation des personnes qui se choisissent. Enfin, en fait, ils ont réintégré le coup de téléphone. Ils ont une manière de faire qui est un peu différente. En fait, par l'innovation, on n'entend pas rajouter une plateforme numérique et technologique haut de gamme. C'est vraiment constater d'une situation qui n'est pas adressée ou adressée, mais de la mauvaise manière, et puis venir se positionner là-dessus, trouver les trous dans la raquette, en fait, pour y répondre correctement. Dans les porteurs de projets qui vous contactent ou qui suivent vos programmes, il y a des profils qui se dégagent comme entrepreneurs. Alors, c'est compliqué comme question, oui et non. On a beaucoup de personnes qui sortent d'écoles de commerce, de Sciences Po, de Dauphine, enfin de grandes écoles. Et en fait, de plus en plus, et c'est super intéressant, de plus en plus, on a des profils qui viennent du secteur. On accompagne, par exemple, les autonomies planeurs. Les autonomies planeurs, c'est, pour reprendre les mots de Victor, le fondateur, c'est le wedding planner du maintien à domicile et de l'autonomie. Ils ont un service de coordination à domicile pour que les personnes âgées puissent vieillir chez elles et non pas à l'EHPAD pour des mauvaises raisons. Victor, il était directeur d'EHPAD pendant plusieurs années avant de monter les autonomies planeurs. Et en fait, c'est super intéressant parce que d'une part, ce sont des personnes qui connaissent le secteur, qui n'innovent pas pour innover et qui ne sont pas opportunistes, entre guillemets, sur un secteur qui est en pleine expansion, mais qui sont vraiment touchés par une problématique à laquelle ils veulent s'attaquer. Donc, c'est des entrepreneurs qui vont tomber amoureux de leurs problèmes plus que de leurs solutions. Et derrière, nous, au sein du programme, on adore avoir des profils qui viennent du secteur parce qu'en fait, on arrive à créer des synergies entre les porteurs de projets qui sont incroyables. Si ce n'est pas forcément des collaborations entre les projets, ça va être des ateliers de co-développement entre Victor, ancien directeur, qui va pouvoir faire un atelier sur les prix et les budgets en EHPAD, par exemple. D'accord. Avec le recul que vous avez, les secteurs, il faut bien vieillir, qui, d'après vous, qui ont le plus de potentiel de votre point de vue, c'est lesquels? Alors, plus que de potentiel, j'ai plus envie de parler de besoins. Comme Parce vous que, voulez, allez-y. Vous êtes euh, invité, allez-y, allez-y. Faites les questions-réponses, allez-y. non, non, non. La blague, la blague, Non, c'est non, la mais blague. parce que, en fait, pour expliquer pourquoi je dis ça, on se rend beaucoup compte que, comme je disais, il y a un peu un manque d'innovation sur le secteur. Et pour ça, nous, un de nos chantiers, c'est vraiment de nous rapprocher des acteurs du secteur pour essayer de comprendre leurs enjeux, de comprendre leurs priorités, des acteurs qui sont, enfin, pas forcément des entrepreneurs, mais des acteurs qui sont sur le secteur depuis un moment, pour cerner les vrais besoins et les vraies priorités. Et ce qui en ressort beaucoup, c'est sur l'habitat. D'une part, sur le maintien à domicile, l'adaptation des logements, la prévention, beaucoup la prévention contre la perte d'autonomie. Et au-delà du maintien à domicile, c'est les nouvelles formes d'habitat d'accueil. Et je pense qu'il y a beaucoup de place sur ce champ-là, et il y a beaucoup de besoins aussi. Donc, j'aurais tendance à plutôt voir de nouveaux enjeux sur ces sous-secteurs-là. Une conclusion à l'émission? Une conclusion à l'émission, c'est un appel à vous tous qui regardez. Si jamais vous êtes intéressés, si vous êtes entrepreneur, que vous avez envie de discuter avec nous, de nous rencontrer, c'est avec grand plaisir, parce que nous, on est très friands de rencontrer les nouveaux qui se lancent sur le secteur et voir comment on peut vous aider, vous accompagner. Si vous êtes des professionnels de santé et du secteur et que vous avez envie de vous rapprocher d'entrepreneurs sociaux pour
connaître les tendances du marché ou pourquoi pas devenir mentor, animer des ateliers de co-développement, c'est avec grand plaisir aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, si vous avez envie de devenir partenaire de nos programmes, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Je pense que Frédéric, je vous Alors, laisse. peut-être préciser, partenaire, quel est le rôle du partenaire, peut-être? Le rôle des partenaires, bah, il est multiple. Nous, on a vraiment à cœur de développer des partenariats qui vont créer du lien avec nos entrepreneurs sociaux, faciliter la coopération, parce que c'est un des gros enjeux de nos entrepreneurs. Et je pense un gros enjeu aussi des mutuelles, par exemple. Donc, c'est ça. Et puis, se rapprocher de nous pour soutenir l'innovation sur le secteur. Super, merci Mathilde Boulet. Je rappelle que vous êtes responsable du programme d'accompagnement aux entreprises sur le champ du bien vieillir chez Make Sense. Merci beaucoup. Merci à vous.